retour d'expérience, alors les plus, alors, ce que je dirais c'est que le catalogue machine est très intéressant, hein, parce que ça va du 1 CPU à 16 CPU, donc c'est très intéressant. Typiquement, ça nous est arrivé sur certains traitements de calcul de score. On avait fait des machines qui tournaient sur un profil de machine, on a arrêté les machines, on a reporté l'image sur une machine beaucoup plus puissante pour accélérer les traitements. Donc ça, c'est quand même une très grosse flexibilité. On peut changer de la puissance des machines. Donc il y a du 32 bits, du 64 bits. On a la capacité à faire du stockage persistant. Donc pouvoir, je dirais, stocker de l'information et la réutiliser sur une autre VM plus tard. Le catalogue Altares, ça c'est super. Une fois que vous avez votre catalogue, en fait, les gens du développement vous disent je veux tel 3-4 machines de frontaux, je veux 2 ou 3 bases, et c'est fait en quelques dizaines de minutes. Hein. Vous avez plus à on lance, c'est même moi qui m'en occupais. Hein. Donc en plus, on a délesté, je veux dire, les équipes d'ingénieurs sur ça. Ils ont investi du temps au début, puis au final, c'est moi qui gérais le provisioning des machines. Il y a la capacité aussi à partager, je dirais, des images avec la communauté. Donc ça peut être intéressant, des fois, de regarder dans le catalogue de la communauté et voir s'il n'y a pas des images de machines qui peuvent avoir du sens, je dirais, pour vos développements ou vos tests. Donc ça, c'est assez intéressant. Effectivement, des nouveaux produits qui arrivent. Donc ça, c'est un gros plus. La partie VPN, c'est pas mal parce que ça permet aux développeurs de ne pas faire quelque chose de spécifique. Hein. On a défini un range d'adresse IP qui était un range Altares, et quand on crée les machines, on dit j'utilise les adresses Altares et elles apparaissent, je dirais, dans notre réseau et sont résolues par notre réseau. Mais c'est bien aussi, par exemple, on travaille avec des gens qui sont plutôt en Roumanie, la capacité, je dirais, de mettre des machines sur le réseau public avec des adresses publiques, et c'est facile de partager avec des gens qui ne sont pas forcément dans notre réseau et sur lesquels on a des projets en commun, donc ils accèdent avec le SSH en sécurisé. Ça, c'est une flexibilité. Jusqu'à présent, on le gérait plutôt par une approche classique VPN avec toutes les problématiques de sécurité, d'étanchéité, etc. Donc ça aussi, c'est pas mal de flexibilité. La pré-réservation, l'avantage, c'est les tarifs. Hein, c'est clair qu'il y a une grosse différence, et on est garanti d'avoir la capacité à la demande et pas se voir refuser des machines. Flexibilité, effectivement, on fait des snapshots. Donc ça c'est super parce que ça a permis de faire le catalogue, et puis après une fois qu'on a le catalogue, on fait ces machines, donc on fait des dérivés, et puis on peut faire des snapshots régulièrement, revenir en arrière. Souvent les équipes de dev vont travailler sur une base de données, ils vont faire des tests, ils vont la cracher, etc. On rembobine, on remet. Donc ça aussi, c'est beaucoup de flexibilité, d'agilité et de temps gagné, parce qu'avant c'était le DBA qui est obligé de remonter un core export sur une machine, donc c'est tout de suite beaucoup de temps, hein, surtout quand on gère des bases de données comme les nôtres. Hein, ça peut être 2 jours facilement à remonter une base de données. Là, je dirais, c'est instantané, on redémarre une image et les développeurs retravaillent sur... donc ça, c'est pas mal. On a même réussi, alors on est des utilisateurs d'un outil qui s'appelle Optim, hein, produit IBM. On utilise Optim, nous, dans certains cas, pour provisionner nos machines avec des jeux de test. Hein. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut provisionner un jeu de test sur une machine du cloud. Alors c'est pas très bien pour des grosses volumétries, parce que vous imaginez bien, avec la 2 mégas de bande passante, ça prend rapidement du temps. Et par exemple, pour faire du troubleshooting, on est capable, avec l'outil, d'isoler les jeux de données qui posent problème, les pousser sur le cloud, sur une machine, et les développeurs rapidement peuvent faire rejouer les scénarios, voir où il y a eu un bug, etc. Donc ça aussi, c'est beaucoup de flexibilité. Là. Disponibilité des data centers. Effectivement, nous, on travaille essentiellement avec le data center qui se trouve en Allemagne, mais effectivement, je vois que la liste est en train de s'allonger assez rapidement. Donc voilà, on n'a pas, je dirais, il y a des messages, quand vous vous connectez, vous avez des messages, je dirais, en haut de la page qui vous annoncent les opérations de maintenance, si les VM vont être arrêtées ou pas. Donc voilà, il y a un suivi en permanence des opérations. Donc c'est relativement bien fait. Sur la partie les moins, IHM provisioning, bon, ça a changé. Hein. Mais c'est vrai que c'était à s'arracher les cheveux au début,
avant la 1.4, où clairement il y avait des dysfonctionnements. C'est rentré dans l'ordre et ça fonctionne très bien maintenant. La latence, clairement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. La facturation aussi, c'est pas quelque chose qui est encore, je dirais, automatisé. Il ne faut pas trop être exigeant là-dessus. On a grosso modo une ligne, donc il faut faire confiance. Donc les contrôleurs de gestion ont leur budget et si ça s'écarte, on demandera des explications. Mais pour l'instant, on est plutôt agréablement surpris par les factures. Donc je pense qu'on a fait une bonne opération. Ça fait 3 mois qu'il n'est pas facturé, c'est pour ça. Gestion des users et des droits, voilà, vous avez la possibilité de créer des administrateurs, des profils utilisateurs, des gens qui vont pouvoir soit gérer la solution, créer des utilisateurs, provisionner des machines, ou simplement des ingénieurs qui vont pouvoir provisionner des machines. L'inconvénient qu'on a rencontré, c'est que si chacun commence à créer ses machines, en fait, il n'y a que lui qui peut accéder dessus, faire des restarts, etc. Donc, on ne peut pas faire des héritages, dire, ben, tiens, c'est moi qui l'ai créé, mais toi, tu pourras quand même intervenir dessus, etc. Donc, on a défini, en fait, on a l'impression qu'on créerait uniquement les machines avec mon profil. Bon, ça, il fallait que je sois disponible H24 après, mais le tuning des machines aussi. Vous ne pouvez pas intervenir énormément sur le tuning de la machine. Vous avez un gradient de machine qui est intéressant en termes de CPU, de mémoire, de stockage, mais typiquement, vous ne pouvez pas décider combien la partition système va faire de taille, comment vous voulez découper vos différents points de montage. C'est complètement packagé et vous devez vous adapter aux points de montage qui ont été faits. Donc ça peut être gênant suivant comment, je dirais, on tune les machines. Enfin, il y a moins de flexibilité là-dessus. Gestion du réseau. Aujourd'hui, on a juste un VPN. Clairement, on n'a pas trop, je dirais, on donne des adresses à nos machines, mais on n'a pas la capacité, je dirais, je pense pas, peut-être évoluer, mais je dirais à faire des VLAN sur le réseau distant. On pourrait imaginer avoir plusieurs projets de développement et vouloir segmenter les réseaux pour pas que les projets se voient l'un à l'autre, parce que c'est des équipes différentes. On n'a pas forcément cette flexibilité. Effectivement, catalogue applicatif très IBM. Bon, malgré effectivement l'arrivée, il y a des plateformes Windows maintenant, donc c'est pas mal. Le support, là aussi, c'est web only. Vous postez vos tickets et puis vous mettez un cierge. Bon, ça s'est relativement bien passé. On a une bonne. C'est un peu déstabilisant quand vous avez un VPN. Au tout début, tout est nouveau. Vous avez beaucoup de questions, d'interrogations et vous n'avez personne en face. Là, il y avait Nicolas qui était là heureusement, qui postait. Mais c'est vrai. Après, en plus, il y a le décalage puisque c'est souvent les États-Unis qui répondent. Donc, on sait que c'est plutôt vers 16h que ça va commencer à crépiter sur. Mais c'est vrai que je pense que sur la partie démarrage, l'accompagnement je pense que c'est important. Après, clairement, on n'en a plus besoin, c'est relativement fiable. Les machines sont très performantes. On a fait des montées des machines Oracle avec des performances assez incroyables. Voilà, c'est un petit moins. Problématique de licence, ça aussi. Problématique de licence, bon, si c'est Windows, si c'est du IBM, il n'y a pas de souci. Vous venez avec d'autres produits, je sais pas, des bases Oracle par exemple. Vous ne pouvez pas aller voir Oracle pour leur dire j'ai besoin de licence Oracle pour 3 mois ou 6 mois. Donc voilà, ça c'est effectivement, je pense que c'est des sujets qui vont évoluer, mais c'est une problématique. Aujourd'hui, Oracle et d'autres éditeurs, je pense, ne sont pas capables de faire du licensing comme ça sur du court terme. Donc ça c'est pas une problématique IBM, je pense que je dirais tous les hébergeurs rencontrent ce problème. Aussi, voilà, pas de possibilité de récupérer les VM. Alors, comme je vous le disais, sur certains projets, il a fallu qu'on fasse marche en arrière parce qu'en fait, on avait présenté le problème par le petit bout de la lorgnette et d'un coup, on nous a dit mais ça doit discuter avec ça, je dois consolider 500 gigas de données dessus. Bon, on s'est dit là, il faut faire machine arrière. Et clairement, ce qui aurait été super, c'est on a fait la machine, on la récupère sur notre cloud. Non, là, c'est pas possible encore. Et ça aurait été assez sympathique de la faire tourner sur les hyperviseurs du marché.
Le futur, on est aujourd'hui, on est un groupe donc, de 300 personnes et on a des besoins en interne de mutualisation des infrastructures. On a typiquement une société qui s'appelle Manageo, qui est dans le sud de la France et qui aujourd'hui vit sa vie. Et clairement, ça aurait du sens, nous, je dirais, de consolider pour mutualiser les infrastructures. Donc, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est des solutions qui vont nous capables de faire de la virtualisation de data centers. L'idée, c'est de pouvoir mutualiser des infrastructures tout en laissant l'autonomie des opérations à ces sociétés. On a aussi d'autres cas avec des clients où on s'aperçoit que on travaille beaucoup avec les banques, les institutions publiques, etc. Il y a des temps de cycle qui sont relativement longs et souvent ça fait rater des affaires. Et donc ce qu'on veut faire, c'est aider encore un peu plus nos clients à mettre en œuvre des solutions. Donc l'idée, c'est ne le faites pas en interne, on le fait pour vous, on développe le spécifique qui correspond aux besoins du credit manager et on l'héberge chez nous. Et on minimise au maximum, je dirais, l'interaction avec le SI de la banque ou de l'opérateur GSM. Donc pour ça, l'idée c'est de monter des offres type SaaS, donc avec la capacité à les héberger, à les présenter à nos clients, à gérer l'étanchéité entre les clients, etc. Donc ça, c'est des sujets de réflexion et d'études chez nous. Et effectivement, la capacité à faire ce qu'on appelle le cloud bridging, c'est pouvoir déplacer des VM d'un cloud interne à un cloud privé, pouvoir faire interagir les clouds. Ça, c'est important pour, je dirais, avoir de l'agilité. La virtualisation, le cloud permet d'être assez réactif dans le provisioning des machines et des besoins. Ça permet d'être agile et puis d'avoir une capacité qu'on appelle capacité élastique, c'est-à-dire, c'est typiquement ce qu'on rencontre sur le développement, je fais du débordement de capacité sur le cloud parce que ça n'a pas de sens d'investir et je vais utiliser le cloud pour répondre à nos besoins et j'éteindrai ça, je dirais, quand j'en ai plus besoin. Voilà. Christophe, bravo. Comment s'est passé le choix d'IBM? Quel cloud provider avez-vous contacté? Sur quels critères? Y a-t-il eu prototypage? Combien de temps a duré cette étape, etc. Alors, ça va être rapide. En fait, on a juste challengé avec on est très sur une approche interne. Tous nos systèmes, on les opère, comme je le disais. Clairement, c'était en décembre, fin novembre-décembre, et les projets commençaient. Les premiers développeurs arrivaient fin décembre. Donc clairement, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps, je dirais, de challenger la place et l'occasion a fait le larron, en fait. Donc on a juste validé que c'était intéressant d'un point de vue financier. On a fait quelques démos, quelques tests. Ça répondait, le catalogue répondait à ce qu'on cherchait en termes de capacité de machine, de catalogue de machine, etc. Donc on n'a pas été voir, je dirais, d'autres providers du cloud.